Bonjour et bienvenue sur la chaîne Akia IA. Si vous aimez explorer les frontières de la technologie et vraiment comprendre le monde de demain, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, le futur de l'intelligence artificielle. Mais on va laisser de côté les scénarios de science-fiction pour se plonger dans ce qui se passe vraiment dans les laboratoires les plus avancés du monde. On va parler d'IA capable de, en quelque sorte, rêver des mondes entiers, de la prochaine vague de robots qui pourraient bien nous ressembler, et de cette quête ultime pour une nouvelle ère des découvertes. Et pour nous éclairer, on s'appuie sur la vision d'un des cerveaux les plus influents du domaine, le patron de Google DeepMind. Oui, et il faut bien comprendre de qui on parle. Google DeepMind, c'est pas juste une petite équipe de R&D. C'est le réacteur nucléaire de l'IA pour tout Google. C'est une bonne image. On parle d'une organisation de presque 5000 personnes, des chercheurs, des ingénieurs, parmi les meilleurs au monde. Quand ils sortent un modèle comme Gemini, il se retrouve quasi instantanément dans les mains de milliards de gens. Via les produits Google, bien sûr. Exactement. Leurs travaux sont tout sauf théoriques. Ils redéfinissent notre réalité. Alors, commençons par une de leurs créations qui, franchement, défie l'imagination. On est habitué aux IA qui génèrent du texte, des images, mais là, on parle de Genie. Un nom bien choisi parce que ce modèle est capable de créer des mondes interactifs complets à partir d'une simple phrase. C'est une rupture fondamentale. C'est-à-dire, Ben, pour que tout le monde saisisse bien, ce n'est pas un jeu vidéo comme on les connaît. pas un jeu avec un moteur 3D classique comme Unity ou Unreal. Tout à fait. Il n'y a pas d'objet, de texture ou de règles préprogrammées. Là, c'est complètement différent. Chaque pixel de l'image est généré en temps réel par l'intelligence artificielle. C'est fou. L'IA a, en quelque sorte, appris les lois de la physique en regardant des millions et des millions de vidéos de notre monde. Elle a fait du reverse engineering de la réalité, en fait, C'est exactement ça. pour pouvoir la simuler. D'accord. Donc si on lui demande une prairie de style Super Mario avec des champignons rebondissants, non seulement elle crée l'image, mais si je veux avancer dedans, elle génère la suite. Elle génère la suite et les champignons rebondiront de manière cohérente. Incroyable. D'une manière que l'IA aura déduite comme étant plausible pour cet univers-là. C'est là qu'on mesure le chemin parcouru. L'expert dont on analyse la vision a commencé sa carrière comme développeur de jeux vidéo dans les années 90. Ah oui, donc il sait de quoi il parle. Et il raconte le cauchemar que c'était de programmer manuellement la physique d'un objet, le reflet de la lumière sur l'eau, Des semaines de travail, j'imagine. pour un résultat souvent approximatif. Et là, une IA le fait de manière intuitive, simplement en ayant observé le monde. C'est ça qui est époustouflant. La complexité de la physique, des interactions, des matériaux, tout ça est géré de manière logicielle, à la volée. On passe d'un artisanat manuel et fastidieux à une création quasi instantanée. On décrit un monde et ce monde devient jouable. C'est absolument fascinant. On sent la passion du développeur de jeu derrière. Mais au-delà de la prouesse technique, quel est le but? J'imagine que DeepMind n'investit pas des milliards juste pour créer le jeu vidéo ultime. Non, le but est très clair et c'est la clé de tout le reste. Ces mondes virtuels, ce sont des terrains d'entraînement. Pour l'IA? Oui. L'objectif, c'est de lui enseigner une compréhension profonde, quasi instinctive de notre monde physique. Une IA peut maîtriser le langage, d'accord, mais comprendre la gravité qu'un objet solide ne peut pas en traverser un autre. Des choses évidentes pour nous. Voilà. Qu'un objet caché derrière un mur existe toujours. C'est la pièce fondamentale qui manquait pour que l'IA puisse être vraiment utile dans le monde réel. Et quand on dit utile dans le monde réel, on pense tout de suite. Au robot. Précisément, cette compréhension physique du monde, c'est le prérequis indispensable à la robotique avancée. Que ce soit pour des lunettes. Que ce soit pour des lunettes de réalité augmentée qui comprennent ce que l'on regarde, ou pour des robots capables de se déplacer et d'agir intelligemment dans nos maisons, nos usines. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va être bâti. Alors justement, parlons-en de ces robots. La question de leur forme me taraude un peu. Le robot humanoïde, ça fait très science-fiction, mais est-ce que c'est vraiment la forme la plus efficace? C'est une excellente question. On a des robots aspirateurs ronds, des bras robotiques dans les usines. Pourquoi s'acharner sur une forme bipède qui semble si complexe? Et l'expert lui-même avoue avoir changé d'avis là-dessus. Il y a 10 ans, il pensait comme beaucoup de gens. On aura des robots spécialisés. Une machine pour chaque tâche. Voilà, une pour plier le linge, une autre pour la vaisselle, mais sa réflexion a évolué. Pour qu'un robot soit vraiment généraliste, capable de nous aider dans notre environnement de tous les jours, la forme humanoïde est sans doute la meilleure solution. C'est contre-intuitif,
Pourquoi ce revirement dans pas? Pour un argument de pur pragmatisme. Regardez autour de vous. Notre monde, nos maisons, nos villes. Tout est conçu pour les humains. Exactement. Par des humains, pour des humains. Les escaliers, les poignées de porte, les outils. Il est infiniment plus simple de concevoir un robot qui s'adapte à notre monde. Plutôt que de devoir tout reconstruire pour des robots sur roues. C'est ça. On adapte le robot au monde, pas l'inverse. D'accord pour le principe, mais quid du coût, de l'énergie? Faire marcher un robot sur deux jambes, ça doit être un gouffre énergétique, non? C'est un défi, absolument. La bipédie est un cauchemar d'ingénierie en termes d'équilibre et d'énergie. On pense à Boston Dynamics. Bien sûr. Mais le pari, c'est que les progrès en batterie, en matériaux et surtout en intelligence logicielle vont rendre ce défi surmontable. Le cerveau du robot, son IA, devient tellement performant qu'il peut gérer cette complexité physique de manière bien plus efficace qu'avant. Et cette vision, elle se concrétise quand? Parce que la promesse du robot dans nos vies, on l'entend depuis des décennies. On voit les vidéos de robots qui font des saltos, mais ils ne sont toujours pas dans nos rues. Qu'est-ce qui a vraiment changé? La différence fondamentale, c'est le logiciel. Jusqu'à présent, le goulot d'étranglement, c'était l'intelligence du robot. On avait la mécanique, mais pas le cerveau. Exactement. Des mécaniques impressionnantes, mais des cerveaux très limités. Aujourd'hui, avec des modèles comme Gemini, la partie logicielle progresse à une vitesse exponentielle. L'expert utilise une analogie forte. Pour la robotique, on serait dans les années 70 de l'ordinateur personnel. Juste avant l'explosion. Juste avant. Sauf qu'aujourd'hui, dit-il, 10 ans de progrès se font probablement en une seule année. C'est cette accélération qui rend la prédiction d'un moment d'émerveillement d'ici 2 ans crédible. D'accord. Monde virtuel pour entraîner des IA qui animeront des robots humanoïdes, on voit bien la feuille de route. Mais si on prend encore plus de hauteur, c'est quoi la finalité? Le grand pourquoi? La motivation ultime, la raison pour laquelle il a consacré sa carrière à ça. Ce n'est ni les jeux, ni les robots. C'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil fondamental pour faire avancer la science. Un partenaire pour les scientifiques. C'est l'idée, les aider à résoudre des problèmes qui sont aujourd'hui hors de notre portée intellectuelle. Et là, on n'est plus dans la théorie. On a déjà des exemples concrets, spectaculaires même. Oui, le plus célèbre, c'est AlphaFold. Il faut comprendre que déterminer la structure 3D d'une protéine, c'était un des plus grands défis de la biologie depuis 50 ans. Et le résoudre ouvre des portes incroyables pour les médicaments. Exactement. Et AlphaFold l'a résolu. Mais on a aussi des IA qui apprennent à contrôler le plasma dans des réacteurs à fusion nucléaire, Une complexité folle. ou qui aident à découvrir de nouveaux matériaux. L'IA n'est plus seulement un outil d'analyse, elle devient un outil de découverte. Cette puissance, ça nous amène forcément à la grande question, celle de l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Une IA qui serait capable de raisonner comme un humain, dans n'importe quel domaine. On s'en approche. C'est la question qui obsède tout le milieu. Et sa réponse est très mesurée. Il pense qu'on en est peut-être à 5 ou 10 ans, mais qu'il nous manque encore des avancées conceptuelles majeures. Ce n'est pas juste une question de puissance de calcul. Non, il identifie 4 briques fondamentales qui manquent. La première, c'est la vraie créativité. C'est-à-dire, Une IA qui génère des images, ça me semble déjà assez créatif. c'est de la créativité combinatoire. Elle réagence des concepts qu'elle a déjà vus. La vraie créativité, c'est la capacité de formuler une hypothèse radicalement nouvelle. Il propose un test de pensée génial. Je vous écoute. Imaginez qu'on donne à une IA toute la connaissance humaine jusqu'en 1901. Est-ce qu'elle pourrait, toute seule, en déduire la théorie de la relativité comme l'a fait Einstein en 1905 ? La réponse, c'est non, j'imagine. La réponse est non. L'IA actuelle est une sorte de super bibliothécaire qui a tout lu, mais elle ne peut pas encore écrire un livre qui change le monde. Je vois. C'est la différence entre la connaissance et le génie. Exactement. Le deuxième manque, ce sont les sauts intuitifs. Le fameux Eureka. C'est ça. Faire une analogie entre deux domaines qui n'ont rien à voir pour trouver une solution. L'IA est encore très cloisonnée. Le troisième point, c'est un problème de fiabilité, non? C'est le plus frustrant pour les utilisateurs. Comment une IA qui explique la physique quantique peut se planter sur une multiplication simple? Ah oui, c'est déroutant. Ce mélange de capacités de niveau doctorat et d'erreurs de niveau lycée est un vrai problème. Une AGI devrait être cohérente. Et enfin, le dernier point, c'est l'apprentissage continu, la capacité d'apprendre quelque chose de nouveau instantanément. Comme nous le faisons. Oui, sans avoir besoin d'un réentraînement complet du modèle qui coûte des millions et prend des semaines. D'accord.
En attendant que ces 4 verrous sautent, ces outils ont déjà un impact très concret, notamment dans le domaine de la création. Est-ce que c'est la fin des métiers créatifs? Il parle d'une démocratisation de la créativité. Il prend l'exemple d'un de leurs modèles d'image surnommé en interne Nano Banana. Avant, pour concrétiser une idée visuelle, il fallait maîtriser Photoshop, ce qui représente des centaines d'heures d'apprentissage. Ça me parle tellement. J'ai essayé de détourer un objet sur une photo l'autre jour. Ça m'a pris 20 minutes pour un résultat médiocre. Et l'idée de pouvoir juste dire «enlève ce poteau à l'arrière-plan», c'est magique. C'est exactement ça. On remplace l'interface complexe par le langage naturel. L'accès à la création de haut niveau devient quasi universel. Mais, et c'est un point crucial, il insiste, ça ne remplace pas les experts. Au contraire. Ça les augmente. Oui, les données montrent que ces outils sont des démultiplicateurs de talent. Un excellent directeur artistique, un grand photographe. Ils ne sont pas remplacés. Non, ils deviennent 10, voire 100 fois plus productifs. Ils peuvent prototyper des dizaines d'idées en quelques minutes, explorer des pistes qu'ils n'auraient jamais eu le temps d'explorer avant. L'IA devient un accélérateur de vision. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne risque pas de créer une créativité à 2 vitesses? Les top créateurs qui deviennent surpuissants et les autres. Est-ce qu'on ne va pas perdre un savoir-faire? C'est le vrai débat sociétal. Sa vision, c'est que ça va faire évoluer la nature même du divertissement. Il imagine un futur de co-création. Pas chacun dans sa bulle de contenu hyper personnalisée. Non, il pense plutôt que les grands créateurs, les visionnaires, utiliseront ces outils pour bâtir des mondes et des univers narratifs encore plus riches, et le public ne sera plus un simple consommateur passif. Il deviendrait acteur. Ou même co-créateur. Imaginez un univers créé par un grand réalisateur dans lequel des millions de fans peuvent s'immerger, mais aussi créer leurs propres histoires, leurs propres aventures. Et qui viennent enrichir le monde principal. Exactement. Le créateur originel devient une sorte de dieu bienveillant de cet univers. On passerait d'un art de la narration à un art de la construction de monde. Quel parcours! On part d'une IA qui génère des jeux pour s'entraîner, on arrive à des robots dans nos rues, et on termine sur la perspective d'une nouvelle renaissance scientifique. C'est vertigineux. Ça l'est. Et ça nous laisse avec une question finale, une pensée à emporter. La promesse d'un nouvel âge d'or de la science grâce à l'AGI est immense, mais réfléchissons un instant. Aujourd'hui, on définit le génie humain par ces fameux sauts intuitifs, ces éclairs de créativité. C'est ce qui fait avancer la connaissance. Que se passera-t-il le jour où l'outil, l'IA, deviendra capable de faire ça elle-même? Quelle sera la place de la créativité humaine dans un monde où une machine pourra, elle aussi, avoir des idées véritablement révolutionnaires? Une question fondamentale sur laquelle nos esprits vont certainement chauffer. On va laisser nos auditeurs méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Pour continuer à explorer ensemble ces sujets fascinants, n'oubliez pas de suivre la chaîne Akia IA. À très bientôt.